Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. Un soir, la mère de ma défunte épouse m'a invité à dîner. Quand je suis arrivé, il y avait un couvert supplémentaire mis à table pour ma défunte épouse, décédée il y a 2 ans. Quand j'ai demandé pourquoi, ma belle-mère a pâli et a dit, « Rich, il y a quelque chose que nous ne t'avons jamais dit. Écoutez, je vais être franc avec vous dès le départ. J'ai failli envoyer cet appel directement sur ma messagerie vocale. Vous voyez ce pressentiment que vous avez quand votre téléphone sonne et que le nom affiché vous retourne l'estomac? Ouais, c'était moi, fixant le nom de Margaret Stone qui clignotait sur mon écran comme le panneau d'avertissement en néon d'un motel miteux. Mais, voilà le truc avec la culpabilité et la curiosité morbide, elles sont comme cet ami qui vous pousse toujours à prendre de mauvaises décisions à 2 heures du matin, sauf qu'il était 15h30 un mardi après-midi, et que je mangeais des restes de chinois directement dans la boîte. Avec toute la classe du veuf que j'étais devenu. Rich, viens à la maison vendredi soir, a dit Margaret quand j'ai fini par décrocher, la voix dégoulinante de cette politesse sirupeuse que les gens réservent aux démarcheurs téléphoniques, aux parents éloignés à qui ils s'apprêtent à demander de l'argent ou, apparemment, au gendre qu'ils tolèrent à peine depuis une décennie. Juste en famille. Elle a prononcé ces 3 mots comme s'ils signifiaient quelque chose de chaleureux et de réconfortant, comme si nous allions nous asseoir autour d'un chocolat chaud pour partager de bons souvenirs. Mais je connaissais cette femme depuis assez longtemps pour identifier les sous-entendus. Elle cachait quelque chose, et quoi que ce soit, ça portait un déguisement bon marché. Je n'avais pas mis les pieds dans la maison coloniale immaculée de Margaret depuis les funérailles de Lisa, il y a 2 ans, et honnêtement, je me serais parfaitement contenté de maintenir ce record. Cette femme ne m'a jamais aimé. Pas depuis le premier jour où je me suis pointé pour rencontrer les parents de Lisa avec un jean qui avait connu des jours meilleurs et au volant d'une Honda Civic qui faisait des bruits inquiétants quand on tournait à gauche. Margaret avait cette façon de me regarder comme si j'étais une tache tenace sur son tapis persan, quelque chose qu'elle ne tolérait que parce que sa fille m'avait inexplicablement choisi. Elle avait l'habitude de dire à Lisa que j'étais trop pratique pour elle, ce qui, dans le jargon de Margaret, signifiait trop fauché et trop ordinaire. Traduction, je ne passais pas mes étés dans les hantons et je ne savais pas quelle fourchette utiliser dans les restaurants chics, ce qui, apparemment, était un échec moral. Mais voilà où ça devient stupide, j'ai dit oui. Parce que la culpabilité est une sacrée drogue, et que le fantôme de ma défunte épouse a une façon vraiment très persuasive de me faire des choses dont je sais pertinemment qu'elles sont de mauvaises idées. C'est comme si elle me harcelait encore depuis la salle d'attente cosmique où elle traîne, en me chuchotant, « Vas-y, Rich. Quel est le pire qui puisse arriver ?» De célèbres dernières paroles, vraiment. Alors, le vendredi est arrivé, et j'ai fait un effort. J'ai trouvé une chemise boutonnée qui n'avait pas l'air d'avoir été repêchée dans le panier à linge sale, ce qui était pourtant le cas, mais je l'avais repassée, alors ça compte. Je me suis arrêté au magasin d'alcool et j'ai acheté une bouteille de vin qui coûtait un peu plus cher qu'un plein d'essence, parce qu'apparemment, c'est la fourchette de prix qui montre que vous vous en souciez, mais pas au point de trop en faire. J'ai même brossé mes cheveux et mis des chaussures qui n'étaient pas des baskets, ce qui pour moi équivaut pratiquement à une tenue de soirée de gala à ce stade. Le trajet a duré exactement 17 minutes, pendant lesquelles j'ai répété des banalités dans ma tête en me demandant s'il était trop tard pour simuler une gastro. Le quartier de Margaret était l'un de ces endroits où chaque pelouse avait l'air d'avoir été taillée au ciseau à ongles, et où chaque maison hurlait « Nous avons de l'argent et nous voulons que vous le sachiez ». Sa maison se trouvait au fond d'une impasse, tout en colonnes blanches et volets noirs, ressemblant à une double page de magazine intitulée « L'élégance traditionnelle » ou « L'endroit où le plaisir va pour mourir ». Je me suis garé dans la rue parce que Margaret faisait une fixation sur les allées et les taches d'huile, j'ai sonné à la porte, et j'ai immédiatement regretté chaque décision qui m'avait mené à cet instant. Quand elle a ouvert la porte, elle portait des perles, de vraies perles et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Rich, je suis si heureuse que tu aies pu venir », a-t-elle dit, comme si je venais d'arriver à une négociation de prise d'otage déguisée en dîner. La maison sentait exactement comme dans mes souvenirs, le poulet rôti, les bougies hors de prix, et cette odeur si particulière de vieil argent, à la fois réconfortante et étouffante. Tout semblait douloureusement familier. La vieille horloge comtoise dans l'entrée qui tic-taquait trop fort, les photos de famille disposées de façon millimétrée sur la cheminée, le parquet impeccable qui vous faisait vous sentir coupable d'exister. C'était comme entrer dans un musée dédié à la vie que j'avais avant, à l'époque où Lisa était en vie et où les dîners de famille n'étaient qu'une torture ordinaire au lieu de ce nouvel enfer qui se préparait. Greg était déjà là. Mon beau-frère se tenait dans la cuisine,
l'air mal à l'aise dans un pantalon kaki et un pull qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de ma voiture. Nous avons échangé ce hochement de tête maladroit typique des mecs, la salutation universelle masculine qui veut dire « je reconnais ta présence, mais ne rendons pas ça bizarre ». Il m'a tendu une bière sans me le demander, ce qui était honnêtement la chose la plus attentionnée que quiconque dans cette famille ait faite pour moi en 2 ans. « Comment vas-tu » a-t-il demandé, ce qui est ce que disent les gens quand ils ne veulent pas vraiment savoir comment vous allez, mais qu'ils se sentent obligés de demander quand même. « Je vis un rêve éveillé », ai-je dit en prenant une longue gorgée de bière. Tu sais, je parle tout seul, je dîne de céréales, je deviens l'un de ces gars qui ont des opinions tranchées sur les marques d'essuie-tout. La routine, quoi. Il a presque souri à ça, ce qui était un progrès. Greg n'était pas un mauvais bougre, il était juste le fils de Margaret, ce qui signifiait qu'il avait été entraîné depuis sa naissance à maintenir les apparences et à ne jamais faire de vagues. Nous sommes passés dans la salle à manger, et c'est là que je l'ai vu. La table était dressée pour 4. 4 assiettes, 4 serviettes pliées dans ces formes sophistiquées qui nécessitent un tutoriel YouTube, 4 verres à vin accrochant la lumière du lustre au-dessus. J'ai compté les têtes, Margaret, Greg, moi. 3 personnes. Le compte n'y était pas, comme disent les jeunes ou du moins, comme je suppose qu'ils le disent. J'ai 43 ans et mes références culturelles sont coincées quelque part autour de 2019. Et ce 4e couvert. Il était en bout de table, à la place de Lisa. La chaise où elle s'asseyait toujours pendant les dîners de famille, là où elle me donnait des coups de pied sous la table quand Margaret disait un truc passif-agressif, là où elle me servait plus de vin quand la conversation devenait trop pénible. Vide, maintenant, mais dressée comme si elle allait franchir la porte d'une seconde à l'autre, se plaignant des embouteillages et demandant ce qu'il y avait pour le dîner. J'ai carrément ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que l'alternative était d'admettre à quel point tout cela était complètement bizarre. On attend de la compagnie, ai-je lancé en désignant le couvert vide avec ma bouteille de bière. Où on invoque les esprits maintenant? Parce que je dois vous dire que si on fait une séance de spiritisme, je n'ai pas apporté le matériel adéquat. Je suis presque sûr qu'il faut des bougies et une de ces planches Ouija de chez Target. La blague a fait l'effet d'un ballon de plomb dans une bibliothèque. Le visage de Margaret est devenu livide. Et je dis bien livide, comme si elle avait vu un fantôme, ce qui était ironique vu la situation de la chaise vide. Sa main, celle qui tenait son verre de vin, s'est mise à trembler si fort que j'ai cru qu'elle allait le faire tomber. Greg a regardé le sol comme s'il contenait soudainement les secrets de l'univers. Le silence s'est étiré comme du chewing-gum, devenant de plus en plus fin et inconfortable à chaque seconde qui passait. Vous connaissez cette sensation, quand vous faites une blague et que personne ne rit, et que vous réalisez que vous avez soit dit quelque chose de follement inapproprié, soit accidentellement touché à quelque chose de réel? Ouais, c'était ce qui se passait, mais poussé au niveau 11. Riche, a fini par dire Margaret, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Et je jure devant Dieu que je ne l'avais jamais entendu parler avec ce ton auparavant, petite, effrayée, comme si c'était elle qui n'était pas à sa place. Elle a posé son verre de vin d'une main tremblante et m'a regardé avec des yeux soudainement trop humides, trop vulnérables, trop humains pour la reine des glaces que je connaissais depuis toutes ces années. Il y a quelque chose que nous ne t'avons jamais dit, a-t-elle lâché. Et d'un coup, la température de la pièce a chuté d'au moins 20 degrés. Le visage de Greg était passé de l'inconfort au mode panique totale, et je me tenais là, avec une bière dans une main et mes clés de voiture dans la poche, essayant de calculer si je pouvais atteindre la porte avant que la bombe qu'il s'apprêtait à lâcher n'explose pour de bon. À propos de Lisa, a continué Margaret, et mon estomac a fait ce truc où il tombe simultanément dans vos chaussures et remonte dans votre gorge. À propos de qui elle était vraiment. Ok, c'est là que les choses sont passées d'un dîner de famille gênant à mais qu'est-ce qu'il se passe, bon sang, en l'espace d'environ 3 secondes. Greg, mon beau-frère habituellement si doux, toujours en pull à losange et prudent, a soudainement déguerpi de la pièce comme si quelqu'un avait crié l'argent gratuit, lors des soldes du Black Friday. Il a disparu par l'embrasure de la porte dans ce que je suppose être le bureau de Margaret, cette pièce qu'elle gardait toujours verrouillée comme si elle contenait des codes nucléaires ou sa vraie personnalité, ou quelque chose d'également dangereux. Je suis resté planté là, tenant ma bière, regardant Margaret, qui fixait maintenant la chaise vide comme si elle allait lui répondre. Écoutez, ai-je dit, parce qu'apparemment, je ne sais pas quand la fermer. Si c'est à propos de la police d'assurance vie de Lisa, je l'ai déjà dépensé en thérapie et en un voyage vraiment décevant à Vegas, donc de ce côté-là, c'est réglé. Personne n'a ri. Public difficile.
Greg est revenu en portant un coffre en bois. Et je ne parle pas d'un truc bon marché qu'on achèterait chez Maison du Monde. C'était un truc avec un aspect de véritable antiquité, à peu près de la taille d'une boîte à chaussures, mais en plus lourd, avec ses sculptures complexes sur les côtés qui devaient signifier quelque chose pour les gens qui s'y connaissent en meubles anciens et qui en ont quelque chose à faire. Le bois était sombre, presque noir, avec des coins en laiton recouverts de cette patine verdâtre qui crie « Je suis vieux et j'en ai vu, des choses ». Et le truc, c'est qu'il m'était familier, d'une manière inconfortable. Lisa avait l'habitude d'avoir une boîte de ce genre, qu'elle a gardée sur sa commode pendant des années. J'avais toujours supposé qu'elle était pleine de vieux bijoux, de lettres d'amour de son petit ami du lycée ou de n'importe quelles autres conneries sentimentales que les gens gardent dans des boîtes sophistiquées. Je n'avais jamais vraiment regardé à l'intérieur à cause, vous savez, des limites personnelles et aussi de la simple décence humaine. En plus, Lisa avait cette façon de vous foudroyer du regard quand vous touchiez à ses affaires, un regard capable de geler de la lave. Ce sont ses affaires, ai-je demandé en posant ma bière, car mes mains semblaient soudainement trop moites pour tenir quoi que ce soit. Ma voix est sortie bizarre, tendue d'une manière qui ne me plaisait pas. Parce que si on allait fouiller dans ses affaires, je devrais probablement être un peu plus saoul pour cette conversation. Margaret n'a pas répondu. Elle a juste regardé Greg avec cette expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. Quelque part entre s'il te plaît, ne fais pas ça et nous n'avons pas le choix. Le visage de Greg était devenu pâle, comme quelqu'un sur le point d'avouer un délit de fuite ou de dire à ses parents qu'il a raté ses études. Ses mains tremblaient lorsqu'il a sorti de sa poche une clé en laiton. Une petite clé à l'ancienne, le genre de clé qui ne venait définitivement pas du magasin de bricolage du coin. Il a glissé la clé dans la serrure et j'ai entendu un doux cliquetis qui a résonné beaucoup trop fort dans la salle à manger soudain silencieuse. Quand il a soulevé le couvercle, j'ai pu voir des papiers, des lettres, des documents, des photographies, le tout entassé comme si quelqu'un les avait emballés à la hâte. Le papier était jauni sur les bords et je pouvais sentir cette odeur de vieux livres, moisie et familière, mais qui semblait totalement hors de propos. Juste sur le dessus, il y avait un mot, écrit à la main. Et j'ai reconnu cette écriture immédiatement. Le gribouillage caractéristique de Lisa, avec toutes ses boucles, ses inclinaisons et cette façon de barrer ses était trop haut. J'avais vu cette écriture sur des listes de courses, des cartes d'anniversaire, des notes passives-agressives sur le frigo parce que j'avais laissé de la vaisselle dans l'évier. La voir maintenant m'a fait cet effet bizarre dans la poitrine, comme si elle était à la fois trop serrée et trop vide. J'ai tendu la main vers le mot avant que quiconque ne puisse m'arrêter, mes mains bougeant en pilote automatique. Le papier était fragile, comme s'il allait s'effriter si je le tenais trop fort. Le message était court. Du grand Lisa, droit au but avec juste assez de drame pour qu'on se demande si elle était sérieuse ou si elle se moquait de vous. Si tu lis ceci, c'est que quelque chose a mal tourné. Brûle tout. Ne fais confiance à personne. J'ai carrément ri. Genre, j'ai vraiment ri aux éclats. Le genre de rire qui n'a rien à voir avec l'humour, mais plutôt avec votre cerveau qui court-circuite parce qu'il ne sait pas comment traiter l'information autrement. C'est tout à fait elle, ai-je dit, agitant le mot comme si c'était un billet de loto gagnant. Théâtral jusqu'au bout. C'est quoi la suite, une carte au trésor? Des codes secrets? Dites-moi s'il vous plaît qu'il y a au moins une énigme critique parce que ça viendrait vraiment parfaire toute cette ambiance de thriller d'espionnage qu'on a là. Mais ensuite, Greg a sorti une photographie, et je jure devant Dieu que la pièce s'est mise à tourner. C'était Lisa. Absolument Lisa. Je reconnaîtrais ce visage n'importe où. Mais plus jeune, peut-être dans la vingtaine, portant des vêtements que je n'avais jamais vus auparavant. Elle se tenait devant un bâtiment luxueux, une de ces vieilles maisons en grès brun qui crient à la richesse familiale du genre nous passions nos étés à Martha's Vineyard avant que ce ne soit cool. Et elle n'était pas seule. Il y avait un gars à côté d'elle, grand, soigné, portant un costume qui coûtait probablement 10 fois plus que toute ma garde-robe actuelle réunie. Et voici la partie vraiment perturbante, il me ressemblait. Pas exactement comme moi, parce que ce gars vivait clairement sa meilleure vie dans une tranche d'imposition que je ne visiterais même jamais, mais la ressemblance était là. Même taille, même carrure, même cheveux bruns. Sauf que les siens étaient coiffés par quelqu'un qui s'y connaissait, et les miens avaient l'air d'avoir été coupés par moi-même dans le miroir de la salle de bain après 3 bières, ce qui était tout à fait le cas. Mais ce type, il avait cette assurance, cette élégance, toute cette énergie du genre je ne me suis jamais soucié de l'argent un seul jour de ma vie que je ne posséderai jamais, même si je gagnais au loto. Son sourire était parfait,
sa posture était parfaite, tout en lui hurlait, « J'ai ma place dans une pub Ralph Lauren ». J'ai retourné la photo avec des mains tremblantes. Il y avait une inscription au dos avec l'écriture de quelqu'un d'autre, soignée, précise, le genre de calligraphie qu'on n'enseigne plus aujourd'hui. Juste un nom et une date. William Carrington 4, juillet 2008. Qui diable est-ce, ai-je demandé, et ma voix est sortie plus tranchante que je ne l'avais prévu. J'ai levé les yeux vers Margaret, puis vers Greg. Tous les deux me fixaient comme si j'étais une bombe qu'ils ne savaient pas comment désamorcer. Sérieusement, qui est William Carrington 4 et pourquoi ressemble-t-il à mon sosie version budget illimité? Les mains de Margaret étaient jointes devant elle, serrées si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte comme un poisson essayant de comprendre comment respirer de l'air. Greg regardait partout sauf dans ma direction, le plafond, le sol, la chaise vide, n'importe où sauf mon visage. Margaret, ai-je dit, plus lentement cette fois, en articulant chaque syllabe comme si je parlais à quelqu'un qui ne parlait pas la langue. Qui est-ce? Elle a dégluti difficilement, sa gorge travaillant comme si les mots étaient physiquement douloureux à faire sortir. Quand elle a fini par parler, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure, le genre de murmure que les gens utilisent quand ils confessent quelque chose qu'ils ont gardé caché pendant beaucoup trop longtemps. Ta femme, a-t-elle dit, et j'ai regardé sa bouche former les mots comme si je regardais un film étranger sans sous-titres. N'était pas exactement celle qu'elle disait être. La bouteille de bière a glissé de ma main. Pas de façon dramatique, juste une simple perte d'adhérence parce que mon cerveau avait apparemment oublié comment fonctionnaient les mains. Elle a percuté le parquet dans un fracas qui a résonné comme un coup de feu dans le silence, le verre se brisant en 1 million de morceaux, la bière s'étalant dans une flaque pour laquelle Margaret aurait normalement fait une attaque. Mais qu'elle regardait maintenant comme si elle s'en fichait éperdument. Je suis désolé, ai-je dit, en riant de nouveau, car c'était apparemment devenu mon réglage par défaut quand la réalité décidait de faire un virage serré pour entrer dans la dimension de la folie. Quoi? Greg s'est penché et a sorti d'autres photos de la boîte, les étalant sur la table comme s'il distribuait des cartes dans la pire partie de poker du monde. Lisa lors de gala. Lisa à ce qui ressemblait à des événements caritatifs. Lisa posant avec des personnes que je reconnaissais vaguement de magazines d'affaires que je n'avais jamais lus. Et sur plusieurs d'entre elles, William Carrington 4, toujours là, affichant toujours ce sourire parfait, ayant toujours l'air de posséder n'importe quelle pièce dans laquelle il se trouvait. Son vrai nom, a dit Margaret, des larmes coulant maintenant sur son visage et ruinant son maquillage parfait, ce qui, honnêtement, était plus troublant qu'autre chose parce que je n'avais jamais vu cette femme pleurer, pas même aux funérailles de sa propre fille. C'était Elizabeth Carrington. Elle était la sœur de William. Et la vie qu'elle a construite avec toi, tout cela, n'était qu'une couverture pour échapper à la famille dans laquelle elle était née. J'ai regardé les photographies, le mot, la boîte pleine de secrets que ma femme décédée avait apparemment gardés et j'ai pensé, ouais, c'est super. Tout va très bien. L'intégralité de mon mariage était apparemment un programme de protection des témoins dont on ne m'avait jamais informé. Génial. Super, super. J'ai besoin d'une autre bière, ai-je dit. En fait, j'ai besoin de toutes les bières. Chaque bière de cette maison, et peut-être de quelque chose de plus fort. Est-ce que vous avez quelque chose de plus fort? S'il vous plaît, dites-moi que vous avez quelque chose de plus fort. Alors j'étais là, debout dans la salle à manger de Margaret, entouré de preuves photographiques attestant que tout mon mariage avait été bâti sur des mensonges, tenant une bière fraîche que Greg m'avait fourrée dans la main sans un mot. Car apparemment l'alcool était la seule réponse raisonnable à la découverte que votre épouse décédée était secrètement une héritière en fuite. J'étais à environ 3 secondes, soit d'éclater d'un rire hystérique, soit de renverser toute la table à manger, quand on a sonné à la porte. Et ce n'était pas un coup de sonnette normal. C'était l'un de ces coups longs et insistants qui disent « Nous ne partirons pas », mélangé à un soupçon de « C'est pour une affaire officielle ». Le genre de coup de sonnette qui vous retourne l'estomac parce que rien de bon ne provient d'une sonnerie aussi agressive à 19h30 un vendredi soir. La tête de Margaret a pivoté vers la porte si vite que j'ai cru qu'elle allait se faire le coup du lapin. Greg, qui était en train de sortir un énième document compromettant de la boîte à secrets, s'est figé comme un cerf qui venait d'entendre un coup de feu. Le regard qu'ils ont échangé n'était pas la télépathie habituelle entre frères et sœurs. C'était de la panique pure et sans filtre. Vous attendez quelqu'un, ai-je demandé, ce qui, rétrospectivement, était une question stupide parce que leur visage hurlait, absolument pas, et nous allons tous mourir.
On a sonné une nouvelle fois, plus longuement, avec encore plus d'insistance. Greg s'est dirigé vers la fenêtre et a jeté un coup d'œil à travers les rideaux, pas comme une personne normale qui vérifie qui est à la porte, mais comme quelqu'un dans un film de mafieux qui s'assure que les flics n'ont pas encerclé le bâtiment. Son visage est passé de pâle à pratiquement transparent. Berline noire, a-t-il chuchoté, comme si les personnes à l'extérieur pouvaient l'entendre à travers les murs et le triple vitrage. Deux hommes, en costume, plaque gouvernementale. Maintenant, je n'ai jamais été un gars paranoïaque. Je ne pense pas que le gouvernement m'espionne. Je ne stocke pas de conserve pour l'apocalypse et je n'ai jamais cru une seule fois que mon téléphone écoutait mes conversations, principalement parce que mes conversations sont ennuyeuses et que personne ne voudrait m'entendre débattre avec moi-même sur ce que je vais manger au dîner. Mais quelque chose dans la façon dont Greg a dit « plaque gouvernementale » a fait se dresser tous les poils de mes bras comme s'ils essayaient d'évacuer mon corps. « N'ouvrez pas la porte », ai-je dit, et les mots sont sortis de ma bouche avant même que mon cerveau ne les ait traités. Margaret m'a regardé comme si je venais de suggérer qu'on se déshabille tous pour danser la Macarena. « De quoi parles-tu ? On ne peut pas juste les ignorer. » Et si c'était important ? Important ? J'ai montré du doigt la boîte, les photos éparpillées, le mot de ma femme décédée qui disait littéralement « Ne fais confiance à personne ». Madame, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais j'ai déjà vu ce film. C'est le moment où les mystérieux hommes en costume débarquent pour poser des questions, et ça ne se termine jamais, et je dis bien jamais. Avec des cookies et une conversation polie. Ça se termine avec des gens qui disparaissent, des bases de données qui sont effacées, ou quelqu'un qui se fait jeter à l'arrière d'une camionnette banalisée. Tu regardes trop la télévision, a dit Margaret, mais sa voix tremblait et elle se tordait les mains de cette façon que les gens ont quand ils savent que vous avez raison mais ne veulent pas l'admettre. La sonnette a retenti une troisième fois et maintenant, quelqu'un frappait. Des coups forts et officiels qui sonnaient comme s'ils utilisaient la partie charnue de leur poing plutôt que leur jointure. Madame Stone, nous devons vous parler. Cela concerne la succession de votre fille. La succession ? Bien sûr, parce que de mystérieux agents gouvernementaux débarquent toujours à l'improviste le vendredi soir pour discuter de questions de succession. Évidemment, et moi, je suis la reine d'Angleterre. Porte de derrière, ai-je lancé, en attrapant déjà la boîte en bois pour la coincer sous mon bras comme un ballon de football alors que je tentais une percée désespérée vers la zone d'embut. Elle est où la porte de derrière ? Riche, tu es ridicule, a commencé Margaret, mais j'étais déjà en mouvement. Mon corps fonctionnait à l'instinct pur, avec probablement beaucoup trop d'adrénaline pour quelqu'un qui passe la majeure partie de son temps assis derrière un bureau. Greg, que Dieu le bénisse, a pointé du doigt la cuisine. Par là, passe par le vestiaire. Mais riche, peut-être qu'on devrait juste. Devrait juste quoi ? Ouvrir la porte et avoir une charmante discussion sur le fait que Lisa était apparemment une toute autre personne, à propos de cette boîte pleine de je ne sais quoi. Je marchais maintenant d'un pas rapide à travers sa cuisine immaculée, passant devant les plans de travail en granit et la machine à expresso de luxe qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Non, merci. J'ai survécu à 2 ans de thérapie de deuil et à d'agaçants gratins de condoléances. Je ne vais pas me faire enlever par les Men in Black pour des informations dont j'ignorais même l'existence il y a 20 minutes. J'entendais Margaret protester derrière moi, balbutiant quelque chose sur ma paranoïa, ma réaction excessive et le fait que nous devions gérer cela correctement, mais j'étais déjà dans le vestiaire en train de m'acharner sur la serrure de la porte de derrière. Mes mains tremblaient à cause de l'adrénaline, de la peur, ou de l'absurdité totale de la situation, je n'arrivais pas à savoir. La serrure a fini par cliquer et j'ai fait irruption dans l'arrière-cour parfaitement entretenue de Margaret tel un homme d'âge moyen s'échappant d'une réunion de parents d'élèves particulièrement dangereuse. L'air frais de la nuit a frappé mon visage, et je pouvais maintenant entendre des voix venant de l'avant de la maison. Des voix à l'intonation officielle qui n'appartenaient certainement pas à des voisins venus emprunter du sucre. J'ai couru à travers la pelouse, détruisant probablement la précieuse herbe de Margaret au passage, serrant la boîte en bois contre ma poitrine comme si elle contenait les codes nucléaires et ma dignité. Ma voiture était garée dans la rue, Dieu merci, à environ 50 mètres de l'endroit où j'effectuais ma meilleure imitation d'un fugitif. Je pouvais voir la berline noire garée juste devant la maison de Margaret, élégante et menaçante, et ressemblant exactement à tous les véhicules gouvernementaux qu'on voit dans les films quand les choses sont sur le point de mal tourner. 2 hommes en costume sombre étaient devant la porte d'entrée, l'un d'eux tenant ce qui ressemblait à un insigne ou une carte d'identité. J'ai appuyé sur le bouton de déverrouillage de mon porte-clés depuis l'autre bout du jardin.
La pire décision de ma vie, au passage, parce que ma voiture a émis ce stupide bip bip qui aurait tout aussi bien pu être une corne de brume annonçant « personne en fuite juste ici ». J'ai plongé sur le siège du conducteur, balancé la boîte sur le siège passager et enfoncé ma clé dans le contact avec des mains tremblantes. Le moteur a rugi, et par rugi, je veux dire qu'il a fait ce bruit de cliquetis inquiétant qu'il fait toujours quand je le démarre à froid, mais à cet instant, cela sonnait comme la plus douce des symphonies jamais composées. J'ai passé la marche avant et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Mes pneus ont crissé sur le bitume d'une manière qui allait certainement laisser des traces et probablement réveiller tous les chiens du quartier. Dans mon rétroviseur, j'ai vu l'un des costards tourner la tête en direction du bruit. Il a dit quelque chose à son partenaire et ils se sont tous les deux dirigés vers leur berline avec cette démarche déterminée qui disait qu'ils étaient sur le point de me prendre en chasse. Mais j'avais de l'avance, et mon tas de ferraille de Honda avait beau avoir l'air de rendre l'âme, elle peut avancer quand il le faut. J'ai brûlé le panneau stop au bout de la rue de Margaret. Désolé, code de la route, on se rattrapera plus tard. Et j'ai pris un virage serré à droite qui a fait glisser la boîte sur le siège passager jusqu'à heurter la portière. La berline déboîtait derrière moi maintenant, ses phares perçant l'obscurité comme des projecteurs. Ok. Ok. Ok, me suis-je marmonné à moi-même, serrant le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Tu es poursuivi par des agents du gouvernement parce que ta femme décédée était secrètement riche et t'a laissé une boîte contenant Dieu sait quoi. Tout va bien. C'est tout à fait normal. Juste un vendredi soir de plus. J'ai tourné à gauche, puis encore à droite, me faufilant dans les rues de banlieue comme dans une scène de course-poursuite, sauf que c'était beaucoup moins cool et beaucoup plus terrifiant. Mon cœur tambourinait si fort dans ma poitrine que j'ai cru qu'il allait carrément me briser les côtes. La berline était toujours derrière moi, maintenant une distance constante. Il n'essayait pas de me rattraper, mais il ne reculait pas non plus. J'ai atteint la route principale et j'ai mis les gaz, dépassant la limite de vitesse d'au moins 30 km/h. Ma voiture tremblait et cliquetait en signe de protestation, mais elle continuait d'avancer. La berline a égalé ma vitesse sans le moindre effort, parce qu'évidemment, les véhicules gouvernementaux ont probablement des moteurs qui n'ont pas l'air de cracher leurs poumons. Au moment où je me suis inséré sur l'autoroute, je riais. Je riais vraiment à voix haute, comme un fou ce que j'étais probablement devenu. Toute cette situation était si absurde, si complètement folle que mon cerveau avait apparemment décidé que le rire hystérique était la seule réponse appropriée. Thriller Netflix, ai-je dit à personne en particulier, à la boîte, au fantôme de Lisa, où qu'elle soit. Ma vie vient de se transformer en un thriller Netflix et je n'ai même pas pu finir mon dessert. Je n'ai même pas eu de dessert. Le poulet rôti de Margaret est toujours sur cette table et moi, je fuis les fédéraux pour des secrets que je ne comprends même pas. La berline a fini par se laisser distancer. Je ne savais pas s'ils m'avaient perdu ou s'ils avaient décidé que je ne valais pas la peine d'être poursuivi, mais j'ai continué à conduire, me dirigeant vers la maison en pur pilote automatique. Mes mains tremblaient toujours sur le volant, mon esprit roulait plus vite que ma foutue voiture ne pourrait jamais le faire. Je suis rentré chez moi en un temps record, ce qui est impressionnant quand on sait que j'ai passé la moitié du trajet à vérifier mon rétroviseur comme un trafiquant de drogue paranoïaque et l'autre moitié à remettre en question tous les choix de vie qui m'avaient mené à cet instant. Ma maison, un modeste plain-pied de 2 chambres que Lisa et moi avions acheté à l'époque où nous pensions le remplir d'enfants, de golden retriever et de toutes ces conneries du rêve pavillonnaire, avait exactement la même apparence que lorsque je l'avais quitté 3 heures plus tôt. La même peinture écaillée sur les volets, la même pelouse envahie par les mauvaises herbes que je repoussais toujours de tondre, le même paillasson au bienvenu qui était plus ironique qu'accueillant à ce stade. Mais il y avait un truc qui clochait. Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Quand tout a l'air normal, mais que vos tripes hurlent que quelque chose ne va pas, ouais, ça m'arrivait en stéréo. Je suis resté assis dans ma voiture pendant bien 5 minutes, le moteur éteint, à fixer ma porte d'entrée comme si elle allait soudainement se doter dedans et me dévorer. La boîte en bois reposait sur le siège passager, à la fois innocente et menaçante, comme une boîte de Pandore dont Pandore aurait été une riche héritière en cavale, avec un penchant pour le drame et de très mauvaises compétences en communication. Ok, riche, me suis-je dit à moi-même, parce que parler tout seul est un comportement totalement normal et pas du tout le signe qu'on perd la tête. Tu vas entrer, verrouiller chaque porte et chaque fenêtre comme si tu te préparais pour l'apocalypse zombie, et comprendre ce qu'il y a, bordel, dans cette boîte. Simple. Facile. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? De fameuses dernières paroles, encore une fois. J'ai attrapé la boîte,
j'ai filé vers ma porte d'entrée avec la rapidité d'un homme qui regarde beaucoup trop de séries policières, et je suis entré. La première chose que j'ai faite, j'ai fermé à clé. Deuxième chose, j'ai reverrouillé, parce qu'apparemment, une seule serrure ne suffisait pas à mon cerveau nouvellement paranoïaque. Puis j'ai mis le pen dormant, la chaîne de sécurité, et pour faire bonne mesure, j'ai coincé une chaise sous la poignée, comme si je me barricadais contre une invasion de domicile. L'air à l'intérieur semblait trop immobile, trop silencieux. D'habitude, ma maison à ce côté est lieu habité. Le bourdonnement du réfrigérateur, le craquement des vieux tuyaux, l'ambiance générale d'un endroit qui a connu des jours meilleurs mais qui fonctionne encore. Mais là, on aurait dit que la maison retenait son souffle, attendant que quelque chose de mauvais se produise. J'ai vidé le contenu de la boîte sur la table de ma salle à manger. Cette même table où Lisa et moi prenions notre petit déjeuner, où nous nous disputions pour savoir à qui c'était le tour de faire la vaisselle, où nous planifions des vacances que nous ne prenions jamais. Maintenant, elle était couverte de preuves d'une vie dont j'ignorais apparemment tout. De vieilles coupures de journaux, jaunies par le temps et qui sentaient le grenier et les secrets. Des relevés financiers avec des chiffres contenant beaucoup trop de zéros. Des photographies de Lisa au nom, Elizabeth Carrington lors d'événements dont je ne l'avais jamais entendu parler, portant des vêtements que je ne lui avais jamais vus, arborant ce sourire que je connaissais si bien mais adressé à des personnes que je n'avais jamais rencontrées. Et puis, j'ai vu le gros titre. La une du Boston Globe datant d'il y a 15 ans. Disparition de l'éminent héritier bancaire William Carrington IV. Soupçon d'acte criminel. Il a fallu que je le lise 3 fois avant que mon cerveau ne traite les mots. William Carrington IV, le type sur la photo, celui qui me ressemblait si j'étais né dans l'argent et avec une meilleure génétique, était porté disparu, présumé mort selon l'article. Sa voiture avait été retrouvée abandonnée près du port. Pas de corps, pas de témoin, juste disparu comme s'il avait été effacé de l'existence. Elizabeth, était sa sœur, ce qui voulait dire qu'elle avait perdu son frère, probablement à peu près au moment où elle avait décidé de disparaître et de se réinventer en Lisa Carter, une femme ordinaire mariée à un gars ordinaire avec une vie ordinaire. Sauf que rien de tout cela n'était ordinaire. Je me suis servi un verre, du whisky pur, parce que la bière n'allait plus suffire. Mes mains tremblaient encore pendant que je fouillais dans les autres documents. Des relevés bancaires provenant de comptes dont je n'avais jamais entendu parler. Des lettres adressées à Elizabeth Carrington à des adresses à Boston, New York, et quelque part dans le Connecticut. Des documents juridiques avec des mots comme « fonds en fiducie » et « bénéficiaire » et des chiffres qui me donnaient le vertige. Laisse-moi récapituler, ai-je lancé à la pièce vide, au fantôme de Lisa, à l'univers en général. Tu étais blindé aux A, gens ridiculement riches, et tu as décidé de te rabattre sur un informaticien de la classe moyenne qui découpe des bons de réduction et qui conduit une bagnole qui a l'air de rendre l'âme. C'était ça, ton plan de génie. La maison n'a pas répondu, ce qui était probablement pour le mieux, car si elle l'avait fait, j'aurais complètement disjoncté. J'ai pris une longue gorgée, laissant le whisky brûler sa descente dans ma gorge, et j'ai continué à creuser. Il y avait d'autres articles sur William Carrington. Des affaires commerciales qui avaient mal tourné, des allégations de blanchiment d'argent, des transactions suspectes impliquant des comptes offshore. La famille Carrington était apparemment impliquée jusqu'au cou dans des manigances financières louches, le genre de trucs qui font les gros titres, ruinent des vies, et se terminent par des disparitions mystérieuses. Puis, j'ai trouvé un autre article. Celui-ci plus petit, enfoui dans la section économique. Elizabeth Carrington, fille du magnate de la banque Thomas Carrington, portée disparue. La date indiquait 1 an après la disparition de son frère. L'article était bref. La famille a refusé de commenter. Enquête de police en cours, aucune piste. Et puis plus rien. Comme si elle s'était volatilisée. Sauf qu'elle ne s'était pas volatilisée. Elle était devenue Lisa. Elle avait traversé le pays, changé de nom, construit une toute nouvelle vie, et s'était retrouvée mariée avec moi. Un type tellement ordinaire qu'un jour je m'étais enthousiasmé pour une promotion sur du papier essuie-tout. J'en étais à la moitié de mon 2e verre, le cerveau en ébullition avec des théories du complot et des questions qui ne trouveraient jamais de réponse, quand je l'ai entendu. Un doux clic. Si silencieux que je l'ai presque raté sous le bruit de ma propre respiration et de mon sang qui battait à mes oreilles. Ça venait de l'arrière de la maison. La porte de derrière. Celle qui donnait sur mon excuse pathétique de jardin, et que je n'utilisais jamais parce que la serrure bloquait. Et puis,
de toute façon, qui entre par la porte de derrière? Apparemment, les gens qui entrent par effraction, voilà qui. Tout mon corps est devenu de glace. Pas ce genre de froid dramatique des films, mais le vrai froid. Le genre où on a l'impression que le sang chute de 10 degrés et où l'estomac essaie de remonter par la gorge. Je me suis figé, mon verre de whisky à mi-chemin de mes lèvres, écoutant si fort que j'ai cru que mes tympans allaient se mettre à saigner. Un autre son. Doux, délibéré. Quelqu'un essayait de faire le moins de bruit possible, d'éviter d'être entendu, ce qui était bien pire que quelqu'un qui défonce la porte en annonçant sa présence. Puis vint le bruit du verre brisé. Pas fort, pas un grand fracas, juste un léger tintement de verre tombant sur le carrelage, comme si quelqu'un avait précautionneusement brisé la petite vitre à côté de la porte arrière. La fenêtre que je me promettais de remplacer depuis 6 mois parce que la serrure fonctionnait mal. Évidemment, ai-je marmonné en posant mon verre aussi silencieusement que possible. À point nommé. Parce que pourquoi ne pas s'introduire chez moi le soir même où je découvre que ma femme morte était secrètement une fugitive riche? C'est tout à fait logique. C'est exactement comme ça que les vendredis soirs devraient se dérouler. Je pouvais entendre des mouvements maintenant. Des bruits de pas prudents et mesurés sur le linot de ma cuisine. Plusieurs personnes, car apparemment un seul cambrioleur n'était pas suffisant pour la blague cosmique qu'était devenue ma vie. Des voix masculines, basses et professionnelles. Le genre de voix qui appartiennent à des gens qui font ce genre de choses pour gagner leur vie. Vérifie en haut, a dit l'un d'eux, et je jure que mon cœur s'est arrêté de battre pendant bien 3 secondes. Mon cerveau a basculé en mode survie. Cette partie primitive qui, apparemment, fonctionne toujours même quand on est un type d'âge moyen qui n'a pas couru plus vite qu'à vive allure depuis environ 5 ans. J'ai attrapé la boîte car laisser derrière soi la chose que ces gens venaient manifestement chercher semblait stupide et je me suis dirigé vers les escaliers, en les montant 2 par 2 aussi silencieusement que je le pouvais. Ce qui n'était pas si silencieux car mes marches grinçaient comme si elles auditionnaient pour la bande-son d'une maison hantée. Le grenier. J'avais un grenier avec un vide sanitaire que Lisa se moquait toujours de moi pour n'avoir jamais nettoyé. C'est plein d'araignées et de tes rêves brisés, disait-elle. À ce moment précis, ces araignées et ces rêves brisés semblaient être ma meilleure option de survie. J'ai tiré l'échelle du grenier. Doucement, avec précaution, car j'étais apparemment capable d'être silencieux quand ma vie en dépendait, et je suis monté dans l'obscurité. L'espace était exigu, poussiéreux, rempli de cartons de décoration de Noël, d'anciennes déclarations d'impôts, et de toutes ces conneries qu'on accumule après une décennie dans la même maison. Derrière la vieille cheminée en briques, il y avait un espace dans l'isolation, juste assez grand pour une boîte en bois. Jolie et fourrée, en la recouvrant avec de vieux journaux et une boîte de décoration qui n'avait probablement pas servi depuis la mort de Lisa, et j'ai prié pour que mes genoux tiennent le coup assez longtemps pour redescendre. En dessous de moi, je pouvais les entendre se déplacer dans ma maison, ouvrant les portes, fouillant les pièces, étant beaucoup plus polis lors de leur effraction que ce qui me semblait nécessaire. Mes jambes tremblaient. De peur, de la position accroupie inconfortable, et de l'absurdité totale de me cacher dans mon propre grenier comme si j'étais dans un thriller à petit budget. Vérifiez en haut, a répété la voix, plus près cette fois, et j'ai entendu des pas dans l'escalier. J'ai retenu mon souffle. Littéralement retenu. Comme si j'étais sous l'eau et que remonter à la surface signifierait la mort. Ma montre Fitbit a vibré à mon poignet, me félicitant probablement pour mon rythme cardiaque élevé ou me demandant si je faisais de l'exercice, ce qui aurait été drôle si je n'étais pas actuellement en train de faire une crise cardiaque dans mon propre grenier. Les pas ont atteint le 1er étage. Je pouvais les entendre fouiller la salle de bain, la chambre d'amis, ma chambre. Des tiroirs qui s'ouvraient, des placards fouillés, l'efficacité méthodique de professionnels qui avaient déjà fait ça. S'il vous plaît, ne regardez pas en haut, ai-je pensé. S'il vous plaît, ne remarquez pas l'échelle du grenier. S'il vous plaît, soyez nul dans votre boulot. L'univers, pour une fois, a décidé de me faire une fleur. Les bruits de pas ont reculé et redescendu l'escalier. D'autres voix, des conversations étouffées que je n'arrivais pas à saisir. Quelque chose à propos de « pas ici » et « vérifier chez la belle-mère » et « il doit l'avoir ». Ils sont repartis par la porte d'entrée, sans même essayer de cacher le fait qu'ils étaient entrés par effraction, car apparemment, quand on est assez effrayant, on n'a pas besoin de se soucier de brouiller les pistes. J'ai entendu une voiture démarrer, s'éloigner, puis plus rien d'autre que le silence et ma propre respiration haletante. Je suis resté dans ce grenier pendant 20 bonnes minutes supplémentaires,
juste pour être sûr, mon corps se crampant et mon esprit s'emballant. Quand je suis finalement redescendu, ma maison ressemblait au passage d'une tornade. Tiroirs ouverts, coussins déplacés, ma vie littéralement retournée par des inconnus à la recherche de secrets dont je venais à peine de découvrir l'existence. J'ai attrapé mes clés, mon portefeuille, et absolument rien d'autre. La boîte est restée dans le grenier. Mes vêtements, mes photos, ma vie, tout est resté là, car je n'étais pas assez stupide pour traîner et voir s'il revenait avec des amis. J'ai conduit comme un homme poursuivi par des fantômes, ce qui, techniquement, était le cas. Si on compte le fantôme de la vie secrète de ma femme décédée et les personnes bien réelles qui voulaient les informations qu'elle avait laissées derrière elle. Mes mains tremblaient toujours sur le volant, et je suis à peu près sûr d'avoir brûlé au moins 2 feux rouges et un stop. Mais à ce stade, les infractions au code de la route étaient le cadet de mes soucis. Je n'avais qu'un seul endroit où aller, une seule personne qui ne poserait pas trop de questions avant de m'aider, Frank Mallory. Frank vivait à 3 rues de chez moi et y habitait depuis probablement 40 ans, bien avant que le quartier ne soit le quartier. À l'époque où tout était moins cher et où la vie avait plus de sens. Il avait 80 ans, c'était un vétéran du Vietnam qui avait survécu à 2 missions, 2 divorces, et à une invasion de ratons laveurs devenue légendaire dans notre rue. L'homme était plus coriace que de la viande séchée laissée au soleil, plus méchant qu'un serpent quand il le fallait, et c'était la seule personne que je connaissais qui serait capable de tirer sur quelqu'un si la situation l'exigeait. Nous étions devenus amis de cette façon bizarre dont les hommes deviennent amis, en tissant des liens autour de tondeuses à gazon en panne, en nous plaignant des impôts fonciers. Et en partageant occasionnellement une bière sur son porche pendant qu'il racontait des histoires sur la guerre qui étaient probablement à 50% vraies et à 50% des exagérations alimentées par le whisky. Il aimait bien Lisa. Il l'appelait un sacré numéro et disait qu'elle était trop bien pour toi, Carter, ce qui était exact sur les 2 tableaux. Je me suis garé dans son allée vers 21h30, mes phares balayant sa pelouse et réveillant probablement ses voisins, mais j'avais largement dépassé le stade de me soucier de l'étiquette de banlieue. Sa maison était un plain-pied modeste, semblable à la mienne, mais mieux entretenue, avec un drapeau américain devant, qu'il descendait chaque soir au coucher du soleil et remontait chaque matin à l'aube sans faute. J'ai pratiquement basculé hors de ma voiture et trébuché jusqu'à sa porte d'entrée, la martelant comme un homme poursuivi par des démons, ce qui, là encore, était techniquement exact. La lumière du Porsche s'est allumée, et j'ai entendu le bruit inimitable d'un fusil à pompe qu'on arme. Ce clic-clac est si distinctif qu'on ne peut confondre avec rien d'autre, et qui crispe tout votre corps même quand vous savez que vous n'êtes pas la cible. La porte s'est ouverte d'une 15aine de centimètres, retenue par une chaîne, et le visage buriné de Frank est apparu dans l'entrebâillement. Il portait un peignoir, un de ces peignoirs de vieil homme qui ont l'air d'avoir survécu à l'administration Reagan, et tenait son fusil comme s'il était né avec entre les mains. Ses yeux, cependant, étaient vifs, alertes d'une manière qui rappelait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un vieil homme inoffensif, mais de quelqu'un qui avait connu de vrais combats. « Bon Dieu, Rich, tu as une mine affreuse, a-t-il dit, jaugeant mon apparence ébouriffée, mes yeux fous, et le fait que je transpirais malgré l'air frais de la nuit. « Bonne nouvelle, ai-je dit, haletant comme si je venais de courir un marathon au lieu d'avoir roulé sur 3 rues. Ce n'est pas mon sang cette fois. Il a haussé un sourcil à ça, a décroché la chaîne et a ouvert la porte en grand. Rentre avant de réveiller toute la foutue rue avec ton entrée dramatique. Je ne me le suis pas fait dire 2 fois. Je suis pratiquement tombé à travers le pas de la porte dans son salon, qui sentait l'allspice, l'huile de fusil, et cette odeur particulière des vieilles maisons habitées par la même personne pendant des décennies. Ses murs étaient couverts de souvenirs militaires, de photos du Vietnam, de ses médailles de service dans une vitrine, et d'un drapeau plié dans ce triangle parfait qu'on ne voit qu'aux funérailles militaires. Frank a refermé la porte, l'a verrouillée, et a posé son fusil contre le mur, à portée de main. Il m'a examiné de la tête aux pieds comme s'il évaluait les pertes sur un champ de bataille. Tu veux me dire pourquoi tu as débarqué chez moi en ayant l'air de venir d'échapper à une prise d'otage, ou je dois commencer à deviner? Alors, je lui ai tout raconté. Et je dis bien tout. Le dîner chez Margaret, la boîte de secrets, William Carrington IV, la véritable identité de Lisa, les hommes en costume, l'effraction chez moi. Tout a jailli dans un désordre de mots qui n'avaient probablement pas beaucoup de sens, mais que Frank a écouté de toute façon, son visage devenant plus sérieux à chaque détail. Quand j'ai eu terminé, il est resté silencieux un long moment, se contentant de me fixer avec ses yeux perçants qui en avaient trop vu et qui en avaient trop peu oublié. Puis il a marché vers son meuble-bar, un vrai meuble,
pas juste des bouteilles fourrées dans un placard de cuisine comme chez moi et à verser 2 verres de bourbon. Du vrai bourbon, le genre cher qu'on offre en cadeau et qu'on réserve pour les grandes occasions. Il m'a tendu un verre et a avalé le sien d'une traite, d'un mouvement fluide. Ta femme a déjà mentionné que des gens en avaient après elle, a-t-il demandé, la voix détendue, mais le regard mortellement sérieux. Non, ai-je dit en prenant une gorgée tremblante de bourbon, qui brûlait bien mieux que le whisky bon marché que j'avais bu chez moi. Elle se plaignait surtout de mes ronflements et du fait que je ne baissais jamais la lunette des toilettes. Tu sais, des trucs de couple normaux. Pas exactement, et chérie, au fait, je suis en fuite pour échapper à des criminels financiers et mon vrai nom, c'est Elisabeth. Frank s'est approché de la fenêtre et a jeté un coup d'œil à travers les rideaux, scrutant la rue comme s'il cherchait des combattants ennemis. Elle me l'a dit une fois, a-t-il murmuré, en regardant toujours par la fenêtre. Si jamais il lui arrivait quelque chose, de veiller sur toi. J'ai failli m'étouffer avec mon bourbon. Pardon, quoi? Elle t'a dit ça? Quand? Pourquoi tu ne me l'as pas? Je me suis arrêté, mon cerveau essayant de traiter cette nouvelle information. Elle t'a dit de veiller sur moi? Pas l'inverse? Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois depuis que je le connaissais, Frank avait vraiment l'air mal à l'aise. Environ 6 mois avant sa mort. Elle est passée un après-midi pendant que tu étais au travail. Elle a dit qu'elle avait besoin que je promette que s'il lui arrivait quelque chose et elle était très claire là-dessus, quand il se passera quelque chose. Pas s'il je veillerai sur toi. Que je m'assurerai que tu ailles bien. Et tu n'as pas pensé à le mentionner avant maintenant? Ma voix est sortie plus aiguë que prévu, oscillant entre l'hystérie et la fureur. Elle m'a fait promettre de ne pas le faire, a dit Frank en haussant les épaules d'une façon qui voulait dire qu'il avait suivi les ordres et que c'était ainsi. Elle a dit que tu t'inquiéterais, que c'était mieux pour toi de ne pas savoir. Je me suis dit qu'elle avait ses raisons. Les femmes en ont généralement. Ses raisons, ai-je répété en riant de ce rire qui n'était plus vraiment un rire. Bien sûr. Ces raisons incluaient apparemment de me mentir sur toute son identité. Donc ouais, de super raisons. Des raisons fantastiques. De la prise de décision de haut niveau de la part de ma femme décédée, qui... Frank a levé une main, son visage devenant dur comme la pierre. Des phares, a-t-il dit simplement. Je l'ai regardé comme s'il venait de me parler en martien. Quoi? Des phares? Qui remonte la rue? Doucement. Trop doucement. Il a attrapé son fusil et s'est déplacé vers la fenêtre d'un mouvement fluide qui était impressionnant pour un homme de son âge. J'ai senti mon estomac descendre dans mes chaussures pour la 15e fois de la soirée, environ. S'il te plaît, dis-moi que c'est juste quelqu'un qui rentre d'un dîner tardif. S'il te plaît, dis-moi que c'est un livreur de pizza perdu. S'il te plaît, dis-moi que c'est littéralement n'importe quoi d'autre que berline noire, a dit Frank d'une voix plate. 2 hommes. Les mêmes que dans ta description. Oh, allez, ai-je presque crié, avant de baisser immédiatement la voix en un murmure rauque. Comment est-ce qu'ils m'ont trouvé? Comment peuvent-ils savoir que je suis là? Est-ce qu'ils suivent ma voiture? Mon téléphone? M'ont-ils pucé pendant que j'avais le dos tourné? Peu importe comment, a coupé Frank, se déplaçant déjà avec l'efficacité de quelqu'un qui avait été dans des situations pires que celle-ci. L'important, c'est qu'ils sont là, et qu'il faut bouger. Il s'est dirigé vers sa cuisine et a attrapé les clés de son pick-up sur un crochet près de la porte de derrière. Puis, il a plongé la main dans un tiroir et a sorti un Glock parce qu'évidemment, Frank avait un Glock dans le tiroir de sa cuisine, là où les gens normaux gardent leur spatule et a vérifié le chargeur avec l'aisance de l'habitude. Prends mon pick-up, m'a-t-il dit en me lançant les clés. Je les ai attrapés par pur instinct, parce que mon cerveau essayait encore d'assimiler le fait que tout cela était en train de se produire, de nouveau. Pars vers le nord. Évite les grandes autoroutes, et pour l'amour de Dieu, débarrasse-toi de ton téléphone. Il te piste d'une façon ou d'une autre. Et toi alors, ai-je demandé, parce que, malgré tout, je n'allais pas laisser un homme de 80 ans affronter des criminels professionnels à ma place. Frank a souri. Il a vraiment souri. Et c'était le genre de sourire qui vous rappelait qu'il avait survécu à une vraie guerre. Mon garçon, je m'ennuie depuis une 20aine d'années. C'est l'événement le plus excitant que j'ai vécu depuis l'incident des ratons laveurs en 2019. Maintenant, fiche le camp d'ici avant que je ne doive gaspiller de bonnes munitions sur des gens qui ne le méritent pas. Les phares se rapprochaient.
Je pouvais les voir par la fenêtre maintenant, projetant de longues ombres sur la pelouse de Franck. La berline s'était arrêtée au bout de son allée. Franck. Vas-y, a-t-il aboyé, et l'autorité dans sa voix était purement militaire, le genre d'ordre qu'on ne remet pas en question. J'ai couru vers la porte de derrière, les clés du pick-up serrées dans ma main moite, et j'ai jailli dans le jardin de Franck. Derrière moi, j'ai entendu sa porte d'entrée s'ouvrir et la voix de Franck, forte, autoritaire et avec juste ce qu'il fallait de folie. Je peux vous aider, messieurs? Parce qu'il est plus de 21h30, je suis en peignoir, et j'ai un fusil à pompe qui n'apprécie pas trop les visiteurs indésirables. Je ne suis pas resté pour entendre leur réponse. J'ai sauté par-dessus la clôture arrière de Franck. Enfin, c'était plus une escalade maladroite pendant laquelle j'ai bien failli me faire une hernie, et j'ai sprinté vers l'endroit où il gardait son pick-up garé dans la ruelle derrière sa maison. Un F-150 de 1990, bleu poudre, avec plus de kilomètres au compteur qu'il ne devrait être légalement possible, mais construit comme un char d'assaut et probablement plus fiable que n'importe quel véhicule fabriqué au cours de la dernière décennie. Le moteur a démarré avec un rugissement qui sonnait comme la liberté et un échappement défectueux. J'ai enclenché la vitesse et j'ai décampé de cette ruelle en faisant crisser les pneus, comme si j'étais la star de mon propre film d'action. Sauf que j'étais un informaticien d'âge moyen en pleine dépression nerveuse, et non un espion surentraîné. Bref, ça ressemblait moins à un héros d'action cool qu'à l'énergie d'un père paniqué. Alors que je tournais sur la route principale, j'ai vérifié mon rétroviseur et j'ai vu des silhouettes bouger dans le jardin de devant de Franck. J'ai entendu ce qui ressemblait à un tir de sommation. Franck n'allait probablement tirer sur personne, mais il savait sans doute comment faire réfléchir les gens à deux fois. C'est là que j'ai appris deux choses ce soir-là que je n'oublierai jamais. Premièrement, les octogénaires ont encore des tripes et sont capables d'être de vrais durs à cuire quand la situation l'exige. Et deuxièmement, j'aurais vraiment dû épouser quelqu'un d'ennuyeux. Quelqu'un dont l'idée de l'excitation aurait été d'essayer un nouveau restaurant ou de faire un marathon de télé-réalité. Quelqu'un dont le plus grand secret aurait été qu'elle n'aimait pas vraiment ma mère. Mais non, il a fallu que j'épouse Elizabeth Carrington, une héritière en fuite avec une boîte pleine de preuves compromettantes et des ennemis qui conduisent des berlines noires et s'introduisent dans les maisons au milieu de la nuit. La prochaine fois, me suis-je murmuré, agrippant le volant de Franck et me dirigeant vers le nord comme il me l'avait dit, je sors avec une comptable. Une gentille comptable ennuyeuse dont la famille ne blanchit pas d'argent et ne disparaît pas mystérieusement. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti, j'ai vu que c'était Margaret qui appelait, et les mots de Franck ont résonné dans ma tête, « Débarrasse-toi de ton téléphone ». Sans trop réfléchir, j'ai baissé la vitre et j'ai balancé mon téléphone sur l'autoroute, le regardant rebondir et se fracasser sur le bitume. Voilà. Problème réglé. J'étais officiellement hors réseau, au volant d'un vieux pick-up plus âgé que la plupart de mes collègues, sans aucune idée d'où j'allais, sauf vers le nord et loin de ce cauchemar qu'était devenu ma vie. Je roulais depuis peut-être 45 minutes, me dirigeant vers le nord sur des routes de campagne et des routes départementales comme Franck me l'avait conseillé, quand le téléphone a sonné. Sauf que je n'avais plus de téléphone, parce que je l'avais jeté sur l'autoroute comme toute personne rationnelle passant un vendredi soir tout à fait normal. Alors, quand j'ai entendu la sonnerie distinctive, une mélodie générique qui n'était absolument pas la mienne, j'ai failli envoyer le pick-up de Franck tout droit dans le fossé. Le son venait de la boîte à gants. Je me suis arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, feu de détresse allumé, et je suis resté là pendant bien 10 secondes à fixer la boîte à gants comme si elle pouvait contenir une bombe ou un raton laveur très agressif. Parce qu'à ce stade, les deux options semblaient également plausibles. Finalement, je l'ai ouverte, et il y avait un téléphone portable à l'intérieur. L'un de ces vieux téléphones à clapet qui avait l'air d'avoir survécu au bug de l'an 2000 et à plusieurs administrations présidentielles. Il sonnait. L'écran affichait « Appelant inconnu », ce qui était exactement le genre de détail sinistre qui vous donne envie de jeter ce téléphone-là par la fenêtre aussi. Mais j'étais à court de téléphone et d'options. J'ai décroché. Ouais. Monsieur Carter? La voix était masculine, calme, professionnelle. Le genre de voix qui appartenait à quelqu'un qui n'avait jamais paniqué de sa vie. Ne raccrochez pas. Je suis détective privé. Mon nom est Daniel Cortez. Je suis sur l'affaire de votre femme. Oh, super, ai-je dit, riant parce qu'apparemment c'était ma réponse par défaut face à la folie maintenant. Encore un gars qui en sait plus sur mon mariage que moi. Laissez-moi deviner, vous allez me dire qu'elle était en fait une espionne? Un membre de la mafia?
Peut-être qu'elle travaillait pour la CIA? Parce qu'à ce stade, plus rien ne me surprendrait. Elle aurait pu être une extraterrestre venue de Mars et je réagirais juste en disant « Ouais, c'est logique ». Il a gloussé pour de vrai, comme si j'avais dit quelque chose de sincèrement drôle au lieu de faire une dépression nerveuse dans un pick-up volé sur le bord d'une autoroute. Vous êtes plus drôle que je ne l'imaginais. Lisa m'avait dit que vous aviez de l'humour. Ça m'a figé net. Vous avez parlé à Lisa? Quand? Elle est morte il y a 2 ans. Avant sa mort, a dit Cortez, le ton devenant plus sérieux. Il y a environ 3 ans, en fait. Elle m'a engagé pour enquêter sur les affaires de sa famille. Elle a dit qu'elle avait besoin de documentation, de preuves, quelque chose de concret qui pourrait tenir au tribunal si les choses tournaient mal. Je suis resté assis dans le pick-up de Frank, moteur au ralenti, regardant les voitures passer sur l'autoroute pendant que mon cerveau essayait de traiter cette information. Laissez-moi récapituler. Ma femme, qui apparemment ne s'appelait même pas Lisa, a engagé un détective privé pour monter un dossier contre sa propre famille, et personne n'a pensé à me le mentionner, à moi, son véritable mari. Elle vous protégeait, a répondu simplement Cortez. Moins vous en sauriez, plus vous seriez en sécurité. La famille Carrington n'est pas seulement riche, Monsieur Carter. Ils sont dangereux. Du vieil argent, des relations politiques, le genre de personnes qui font disparaître les problèmes définitivement. Eh bien, ils ne font pas un très bon boulot, parce que je suis actuellement très au courant des problèmes, et les problèmes sont manifestement très conscients de mon existence, ai-je rétorqué. J'ai eu ma maison cambriolée, j'ai été poursuivi par des types en costume, et je conduis actuellement le pick-up de mon voisin âgé tout en essayant de ne pas avoir une crise de nerfs totale. Donc, le plan consistant à me protéger n'est pas super efficace. Cortez est resté silencieux un instant. Écoutez attentivement. Lisa n'était pas celle que vous pensiez, mais pas de la manière dont vous l'imaginez probablement. Elle n'était pas une criminelle en fuite. Elle était la fille de William Carrington III, un magnate de la Banque de Boston, philanthrope. Et l'un des blanchisseurs d'argent les plus sophistiqués de la côte est. Blanchiment d'argent, ai-je répété platement. Évidemment. Pourquoi aurait-ce été quelque chose de simple comme de l'évasion fiscale ou une traversée hors des clous? Son frère, William IV, celui que vous avez vu sur les photos, a été le premier à le découvrir. Il a trouvé des preuves que leur père utilisait les banques de la famille pour blanchir l'argent de tout le monde. Des détourneurs de fonds d'entreprise jusqu'au crime organisé. Il allait tout rendre public, tout exposer. 2 semaines plus tard, sa voiture a été retrouvée abandonnée au port. Pas de corps, pas de témoins. L'affaire a été classée en moins de 6 mois. Je me suis senti mal, physiquement malade, comme si j'allais devoir ouvrir la porte du pick-up pour rejeter ce qu'il restait de mon dîner sur le bord de l'autoroute. Elisa? Elisabeth, corrigea Théil doucement. Elle savait que son frère n'avait pas juste disparu. Elle a passé 1 an à creuser, à suivre sa trace, à copier des fichiers, à monter son propre dossier. Puis elle a réalisé qu'elle était la prochaine sur la liste. Alors, elle s'est enfuie. Elle a changé de nom, a traversé le pays. A essayé de se construire une vie normale tout en gardant toutes ses preuves cachées, attendant le bon moment pour s'en servir. Et elle m'a épousé parce que... Je n'ai même pas pu finir ma phrase. N'étais-je qu'une couverture pratique? Le déguisement parfait? Parce qu'elle vous aimait, espèce d'idiot, a dit Cortez, et il y avait une véritable chaleur dans sa voix. Je l'ai rencontrée une 12aine de fois. Elle parlait constamment de vous. Elle disait que vous étiez la seule chose vraie dans sa vie, la seule personne qui la voyait juste comme Lisa, et non comme une Carrington, une héritière ou une cible. Vous étiez son échappatoire à tout ça. J'ai dû me garer complètement, car mes mains tremblaient trop pour conduire. J'ai mis le pick-up sur la position parking et je suis resté là, serrant le volant, essayant de ne pas pleurer comme un homme d'âge moyen en pleine crise émotionnelle dans un véhicule emprunté. Alors, que s'est-il passé, ai-je fini par réussir à dire. Comment est-elle morte? Et ne me dites pas que c'était vraiment un accident de voiture comme tout le monde l'a dit. Une autre pause. Plus longue, plus lourde cette fois. Le rapport officiel indique une défaillance mécanique. Une conduite de frein qui a lâché sur une route de montagne. Mais j'ai vu les photos, j'ai parlé aux gens qui ont enquêté sur les lieux. Ces conduites de frein avaient été sectionnées, Monsieur Carter. Un travail de professionnel.
maquillé en accident. Et voilà. La confirmation de ce qu'une part de moi soupçonnait depuis 2 ans, sans jamais vouloir l'admettre. Lisa, Elisabeth, n'était pas morte dans un banal accident. Elle avait été assassinée. Tuée par sa propre famille, probablement, ou par ceux qu'ils avaient engagés pour faire le sale boulot. Les personnes qui sont venues pour vous ce soir, a poursuivi Cortez, d'une voix stable et pragmatique, comme s'il parlait de la météo, pensent que vous avez ce qu'elle a laissé derrière elle. Documentation, preuves, relevés financiers. Et ils ont raison, n'est-ce pas? Vous avez trouvé quelque chose. Peut-être, ai-je répondu, parce que je n'étais pas assez stupide pour confirmer quoi que ce soit à une voix au téléphone, même si cette voix semblait déjà tout savoir. Disons, hypothétiquement, que oui. Que ferait le moi hypothétique avec des preuves hypothétiques? Rester en vie assez longtemps pour les utiliser, a-t-il dit. Et croyez-moi, je sais que c'est beaucoup demandé, mais je travaille sur cette affaire depuis 3 ans. Je sais où les corps sont enterrés, métaphoriquement et dans certains cas littéralement. Je peux vous aider. Avant que je ne puisse répondre, avant de pouvoir décider si je faisais confiance à ce type ou s'il s'agissait d'un autre piège dans une nuit pleine de pièges, mon nouveau téléphone d'emprunt a vibré. Un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas revient à la maison. Il faut qu'on parle. Margaret. J'ai montré le téléphone à personne, puisque j'étais seul dans un pick-up, mais j'ai quand même lu le message à haute voix. Margaret veut que je rentre à la maison. Elle a besoin de me parler. N'y allez pas, a immédiatement répondu Cortez. Ce n'est pas Margaret qui vous envoie un message. Ou si c'est elle, elle n'est pas seule. Il l'utilise pour vous attirer. Bien sûr, ai-je dit. Me jeter directement dans la fosse au lion pour qu'il puisse me tuer ou me faire disparaître comme William IV. Excellent plan. C'est vraiment très tentant. Je m'y mets tout de suite. Où êtes-vous en ce moment, a demandé Cortez. J'ai regardé l'autoroute sombre et le panneau de sortie qui indiquait que j'étais quelque part au nord de Harrisburg. Bien essayé. J'ai vu assez de films pour savoir qu'on ne donne pas sa position à une voix mystérieuse au téléphone. Intelligent, a-t-il dit, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. D'accord, voilà ce qui va se passer. Je vais vous envoyer une adresse par SMS. Un dîner, ouvert 24h24, un endroit assez public pour que personne ne tente quoi que ce soit de stupide. Retrouvez-moi là-bas. Apportez ce que vous avez trouvé. Nous déciderons de la prochaine étape ensemble. Et si je ne le fais pas? Alors vous continuerez à fuir jusqu'à ce qu'ils vous rattrapent. Ce qu'ils finiront par faire, parce qu'ils ont des ressources et des relations, et vous avez quoi? Un vieux pick-up et une colère légitime? Il marquait un point. Ou alors, jusqu'à ce que vous décidiez d'aller voir les autorités. À ce moment-là, vous découvrirez que la moitié des autorités est soit sur la liste de paix des Carrington, soit trop effrayée pour s'en prendre à eux. C'est votre choix. Mon téléphone a de nouveau vibré, avec une adresse cette fois. Sullivan S. Dîner, route 22. En dessous, un autre message, commandez les pancakes. C'est la seule chose qui vaille la peine d'être mangée à 3 heures du matin. Cortez. Je suis resté assis dans le pick-up de Frank, regardant les quelques voitures passer, en pensant à Lisa, à Elisabeth, et à tout ce qu'elle m'avait caché pour me protéger. Pensant à William IV au fond d'un port. Pensant aux conduites de frein sectionnées sur une route de montagne. Pourquoi devrais-je vous faire confiance, ai-je fini par demander. Parce que votre femme me faisait confiance, a dit Cortez simplement. Et parce qu'en ce moment, je suis la seule personne qui vous propose de l'aide au lieu de vous chasser. Ça compte pour quelque chose. Il avait un argument. Un bon argument, en fait. D'accord, ai-je dit. Mais si c'est un piège, si vous travaillez avec eux, je veux que vous sachiez que je suis tout à fait prêt à mourir de façon embarrassante en essayant de me défendre. J'ai pris un cours d'autodéfense en 2003. Je ne me souviens d'absolument rien, mais je ferai de mon mieux. Il a ri, un vrai rire cette fois. C'est noté. On se voit dans 1 heure, monsieur Carter. Et rendez-moi un service. Quoi? Arrêtez de balancer les téléphones hors des véhicules. Ça coûte cher, et Frank va vouloir récupérer celui-là. Il a raccroché avant que je puisse demander comment il était au courant de l'incident dû au balançage de téléphone, ce qui valait probablement mieux, car la réponse m'aurait juste fait encore plus flipper.
Je suis resté là encore une minute, fixant l'adresse sur l'écran, pesant mes options. Je pouvais continuer à rouler vers le nord, disparaître quelque part au Canada peut-être, finir mes jours comme bûcheron ou je ne sais quoi, ce que font les gens quand ils sont en fuite. Ou je pouvais retrouver ce Cortez, prendre le risque qu'il essaie vraiment de m'aider, et peut-être, juste peut-être, découvrir ce que Lisa avait essayé d'accomplir au prix de sa vie. La prochaine fois, ai-je dit à son fantôme, à l'univers, à personne en particulier, on aura une conversation très sérieuse sur la communication dans le couple. Tout ce truc de secret et de mystère, ça ne marche pas pour moi. J'ai passé la marche avant du pick-up de Frank et je me suis dirigé vers le Sullivan's dîner, en espérant que des pancakes et un détective privé auraient plus de sens que tout le reste de ce qui m'était arrivé cette nuit. Alerte spoiler, ce ne serait pas le cas. Le Sullivan's dîner ressemblait exactement à tous les autres établissements ouverts 24h24 qui ont vu trop de camionneurs, trop de mauvaises décisions et pas assez d'inspections sanitaires. L'enseigne au néon clignotait comme si elle souffrait d'une maladie neurologique. La moitié des lettres étaient éteintes, et le parking était occupé par exactement 3 véhicules, un semi-remorque, une Honda cabossée qui faisait passer ma voiture pour un véhicule de luxe, et un SUV noir élégant qui ne correspondait vraiment pas à l'esthétique du lieu. J'ai garé le pick-up de Frank sur une place près de la sortie, parce que j'avais retenu la leçon des évasions faciles ce soir-là, et je suis resté assis là une minute, observant à travers les fenêtres. À travers les vitres tachées de graisse, je pouvais voir environ 4 personnes à l'intérieur. Une serveuse qui avait l'air de préférer être littéralement n'importe où ailleurs, un camionneur voûté sur son café, et 2 personnes assises dans une cabine près du fond. L'une d'elles a levé la main, pas pour faire coucou, mais juste comme un simple signe de reconnaissance. Ça devait être Cortez. Ok, riche, ai-je murmuré, fouillant dans la boîte à gants de Frank pour chercher des armes et ne trouvant absolument rien d'utile, hormis une lampe torche et du bœuf séché préhistorique. Tu entres dans un dîner à 23h30 pour rencontrer un inconnu qui en sait beaucoup trop sur ta vie. Tout va bien. C'est tout à fait normal. Rien de grave ne s'est jamais produit dans un dîner sinistre au bord d'une route. Je suis sorti du pick-up, le laissant non verrouillé au cas où j'aurais besoin de faire une fuite rapide, et je suis entré. La porte a fait retentir un carillon. Une de ces cloches qui annonce que vous êtes soit un client, soit un tueur en série, et à ce stade, je n'étais plus très sûr de la catégorie à laquelle j'appartenais. L'odeur m'a frappé immédiatement. Du café brûlé, de la vieille graisse et cet arôme très particulier des endroits qui sont restés ouverts sans interruption depuis l'administration Carter, celle de Jimmy, pas la mienne. La serveuse a levé les yeux avec l'enthousiasme de quelqu'un qui a abandonné tout espoir dans la vie vers sa 3e garde, m'a fait un signe de tête vers la cabine du fond, et a recommencé à fixer son téléphone. Cortez s'est levé à mon approche. Il était plus jeune que je ne le pensais, peut-être vers la fin de la trentaine. Hispanique, portant une veste en cuir sur une chemise boutonnée, comme s'il n'arrivait pas à se décider entre un look d'enquêteur professionnel ou de gars qui fait de la moto le week-end. L'allure soignée, des yeux perçants qui ne manquaient rien, et une poignée de main ferme mais sans être agressive. « Monsieur Carter » a-t-il dit, « merci d'être venu. » Est-ce que j'avais le choix? Je me suis glissé sur la banquette en face de lui, le dos au mur, car j'avais apparemment assimilé quelques compétences de survie paranoïaque ce soir. Pas vraiment, a-t-il admis avec un léger sourire. Puis, il a fait un geste vers la femme assise à côté de lui, et je me suis rendu compte que j'avais été tellement concentré sur Cortez que j'avais à peine remarqué sa présence. Elle avait peut-être 40 ans, asio-américaine, portant un tailleur bleu marine qui avait l'air cher et professionnel, et qui était complètement hors de propos dans ce dîner. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon sévère, et elle avait ce genre de visage qui disait qu'elle ne tolérait aucune absurdité de personne, jamais. Elle ressemblait à tous les avocats de toutes les séries judiciaires que j'avais jamais vues, mais en vrai, et en plus intimidante. Voici Johanna Lee, a dit Cortez, avocate. Elle travaille avec moi sur l'affaire de votre femme. Bien sûr, ai-je dit, parce qu'à ce stade, pourquoi ne pas ajouter une avocate au mélange? Est-ce que tout le monde en sait plus sur mon mariage que moi? Est-ce que je devrais prendre des notes? Peut-être qu'on devrait lancer un groupe de soutien, Marie ayant épousé des héritières secrètes anonymes. Johanna n'a pas esquissé le moindre sourire. Elle a plongé la main près d'elle et a soulevé quelque chose sur la table, une boîte en bois. Exactement la même boîte en bois que j'avais vue chez Margaret. La même boîte pour laquelle j'avais risqué ma vie en la chopant dans la salle à manger de Margaret, en fourrant des documents dans ma veste, en fuyant des hommes en costume. Sauf que ce n'était pas cette boîte-là.
Celle-ci était en parfait état, sans la moindre égratignure, les garnitures en laiton plus brillantes. Quoi, ai-je commencé? Votre femme nous a laissé des instructions, a dit Johanna, sa voix claire et professionnelle, comme si elle lisait un testament au lieu de me retourner le cerveau dans un restaurant. Les vrais? Ce que vous avez trouvé chez Margaret était un leurre. J'ai fixé la boîte, puis elle, puis Cortez, puis de nouveau la boîte. Pardon, quoi? Donc, j'ai risqué ma vie plusieurs fois ce soir, au passage, toute une aventure pour une fausse boîte? Vous vous fichez de moi. Votre femme était méticuleuse, a dit Cortez, et il y avait une forme de respect dans sa voix. Elle savait qu'il finirait par chercher, alors elle a créé plusieurs versions. Elle les a placées à différents endroits, chacune avec juste assez de vraies informations pour paraître authentique, mais rien qui puisse réellement faire du mal à qui que ce soit. Sauf à moi, ai-je fait remarquer. Ça m'a vraiment fait du mal. J'ai été poursuivi, ma maison a été cambriolée, j'ai traumatisé un vétéran de 80 ans. Frank va bien, au fait, est intervenu Cortez. J'ai pris de ses nouvelles il y a 20 minutes. Il a apparemment fait vivre un enfer à ces types. Ils sont repartis les mains vidées en train de probablement reconsidérer leur choix de carrière. Ça m'a fait me sentir légèrement mieux, mais juste légèrement. Johanna a ouvert la vraie boîte. Lentement, avec précaution, comme si elle manipulait des preuves dans une salle d'audience, ce qui, je suppose, était le cas. À l'intérieur se trouvaient des registres de comptes. De vrais registres, reliés en cuir et épais, remplis de pages d'entrées manuscrites, de chiffres, de dates, de signatures. Des documents financiers qui semblaient avoir leur place dans un musée, ou dans un type très spécifique d'enquête fédérale. Elle a sorti l'un d'eux et l'a ouvert à une page marquée, en le tournant pour que je puisse le voir. Des lignes et des colonnes de transactions, de l'argent transféré entre des comptes, des sociétés écrans avec des noms comme Northeast Investment Holdings et Atlantic Financial Partners. Et au bas de plusieurs pages, des signatures autorisant les transferts. Une signature apparaissait encore et encore. Une écriture élégante et pleine de boucles que je connaissais grâce à des cartes d'anniversaire, des mots de remerciement et tous les messages passifs-agressifs qu'elle m'avait jamais laissés sur la façon dont je ne remplissais pas correctement le lave-vaisselle. Margaret Stone. J'ai commencé à rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Le son est sorti de moi comme l'air s'échappant d'un ballon, suraigu et légèrement dérangé. Le camionneur au comptoir a jeté un regard inquiet dans notre direction, se demandant probablement s'il devait appeler quelqu'un ou juste se mêler de ses affaires. Il a choisi de se mêler de ses affaires. Eh bien, ai-je dit quand j'ai enfin pu respirer de nouveau. J'ai toujours su qu'elle était diabolique, mais de là à détourner des fonds, blanchir de l'argent. Commettre une fraude d'entreprise à grande échelle. C'est nouveau. C'est un développement très sympathique. Ça donne vraiment de la dimension à tous ces terribles dîners de Thanksgiving où elle critiquait mon travail, ma voiture et mon existence en général. Votre belle-mère, a dit Johanna, d'une voix plate et factuelle, était la comptable de la famille. Elle a géré l'empire financier Carrington pendant plus de 30 ans. Chaque transaction illégale, chaque dollar blanchi, chaque compte offshore, elle était au courant. Elle les a facilités et elle en a profité. Et Elisabeth, a découvert tout cela. Elle a tout découvert, a confirmé Cortez. Elle a passé des années à tout documenter. Son frère William a essayé d'exposer une partie de tout cela au grand jour, et vous savez comment ça a fini. Alors Elisabeth est devenue plus intelligente. Elle a creusé plus profondément, a rassemblé plus de preuves et a créé une sécurité. Il a pointé la boîte du doigt. Ça. Tout ce qu'il faut pour faire tomber l'opération tout entière. Les banques, les sociétés écrans, les connexions politiques, les pots de vin, tout est là. La serveuse est apparue avec du café que je n'avais pas commandé, l'a versé en silence et a de nouveau disparu tel un fantôme ayant renoncé à hanter et s'étant résigné au salaire minimum. J'ai enveloppé le mug avec mes mains pour laisser la chaleur imprégner mes doigts. Alors, on fait quoi maintenant? On emmène ça à la police? Au FBI? On le poste sur Reddit et on laisse Internet s'en charger? On tend un piège, a dit simplement Johanna. Elle a sorti une tablette déjà équipée d'un système d'enregistrement vidéo. Vous allez envoyer un message à Margaret. Dites-lui que vous avez ce qu'elle cherche. Donnez-lui un ultimatum, 12 heures avant de tout remettre aux autorités. Et après? Elle débarque et me tue?
Super plan, vraiment très réfléchi. Et après, nous enregistrons tout, a dit Cortez. Nous obtenons ses aveux, les noms de ses associés, des preuves de menaces, nous montons un dossier en béton armé. Il s'est penché en avant. Votre femme est morte en essayant de faire ça. Nous pouvons le terminer. J'ai regardé la boîte, les registres, mon reflet dans le café. J'ai pensé à Lisa, Elisabeth, gardant tous ses secrets, portant ce poids, essayant de me protéger tout en construisant un dossier contre sa propre famille. D'accord, ai-je dit. Mais si je meurs, je viendrai tous vous hanter. Juste pour qu'on soit bien clair là-dessus. Nous avons enregistré le message vidéo dans les toilettes du Sullivan's dîner, ce qui était exactement aussi glamour que ça en a l'air. L'éclairage fluorescent me donnait l'apparence d'un cadavre, les graffitis sur les murs ajoutaient une charmante ambiance de scène de crime, et quelque part en arrière-plan, on pouvait entendre le bruit caractéristique de toilettes qui avaient renoncé à la vie. Un sommet de cinématographie, vraiment. Spielberg serait fier. Johanna a calé sa tablette contre le distributeur d'essuie-mains, a ajusté l'angle pour capter mon visage et non les dessins créatifs de parties intimes sur la porte des cabines, et a hoché la tête. Prêt? Oh, ouais, carrément prêt, ai-je répondu, passant mes mains dans mes cheveux dans une tentative futile d'avoir l'air moins d'un homme en pleine dépression nerveuse. J'ai toujours rêvé de menacer ma belle-mère criminelle en me tenant à côté d'un urinoir. Ça capture vraiment toute la gravité du moment. Lisez simplement le script, m'a-t-elle dit en me tendant son téléphone, avec des points clés tapés dans cette police nette d'avocat qui coûte probablement un supplément. Il y a un script? Bien sûr qu'il y a un script. Je l'ai parcouru rapidement. Ça me fait paraître bien plus confiant que je ne le suis en réalité. On peut rajouter quelque chose sur le fait que je suis terrifié et que je fais potentiellement une crise cardiaque? Non, a tranché Johanna catégoriquement. La confiance, ça se vend. La terreur, ça vous fait tuer. C'était pas faux. Cortez se tenait près de la porte, faisant le guet au cas où quelqu'un déciderait d'utiliser les installations pendant ma vidéo improvisée de négociation de prise d'otage. Quand vous êtes prêt, a-t-il dit, et essayez d'avoir l'air en colère, voire dangereux. Ouais, dangereux. Je suis un informaticien de 43 ans dont la compétence la plus dangereuse est d'envoyer des emails passifs-agressifs. Mais bon, je vais canaliser le héros d'action qui est en moi. Je me suis raclé la gorge, j'ai regardé la caméra, et j'ai essayé de m'imaginer que j'étais quelqu'un qui maîtrisait sa vie et qui n'était pas en train de se cacher dans les toilettes d'un relais routier. Margaret. Plus d'autorité, a coaché Johanna. Comme si vous le pensiez. J'ai réessayé. Margaret, j'ai ce que tu cherches. J'ai brandi l'un des registres, pas le vrai, Johanna a insisté pour que nous les gardions en sécurité, mais un accessoire qui paraissait assez convaincant à la caméra. Chaque transaction, chaque compte, chaque signature. Elisabeth a tout documenté, et je dis bien tout. Bien, a murmuré Cortez. Continuez. Tu as 12 heures.